Tu as été mon plus grand regret, a craché papa calmement. J'ai ramassé mes affaires. Ne t'embête même pas à nous rappeler, a averti maman. J'ai répondu, ne vous embêtez pas non plus à appeler la banque quand vous n'arriverez plus à faire les paiements. C'est moi qui m'en occupais. Puis mon téléphone s'est allumé. La voix de mon père s'est brisée pendant qu'il criait. Il avait le visage rouge et tremblait. La veine sur sa tempe battait comme si elle allait exploser. Il a frappé la table si fort que les couverts ont sauté. Ma mère n'a même pas cligné des yeux. Elle regardait juste son thé, comme si elle n'entendait pas son mari exploser émotionnellement pendant le dîner en famille. Ce n'était pas la première fois qu'il me criait dessus comme ça. Mais ce serait la dernière. Je n'ai pas pleuré cette fois. Pas comme quand j'avais 11 ans et qu'il m'avait dit que j'avais gâché sa chance d'avoir une meilleure vie. Ou quand j'avais 17 ans et qu'il m'avait dit que je ne serais jamais rien d'autre qu'un fardeau. Ou encore quand j'avais 20 ans et qu'il avait crié que je leur devais tout, parce qu'ils ne m'avaient pas avorté quand ils en avaient eu la chance. Pas cette fois. J'ai souri. Juste un petit sourire ironique, presque amusé. Parce que j'attendais ce moment depuis longtemps. Je l'avais planifié. Toutes ces années à être leur bouc émissaire. À entendre que j'étais un accident, un échec, un poids mort qui ralentissait leur vie. J'avais passé chaque seconde à construire en silence quelque chose qu'ils ignoraient. J'économisais de l'argent grâce à mes petits boulots au noir. Je suivais des cours en ligne. Je travaillais la nuit en faisant semblant de dormir. Ils pensaient que je n'allais nulle part. Ils ne savaient pas que j'étais déjà parti. Ce soir-là, quand mon père m'a crié ces dernières paroles, je me suis simplement levé. Aucune dispute. Aucune larme. J'ai reculé ma chaise calmement. J'ai pris ma veste. Et je n'ai absolument rien dit. Ma mère a enfin levé les yeux de son thé, a haussé un sourcil et a dit « N'ose jamais revenir en rampant. Tu franchis cette porte, tu ne reviens jamais. » Je me suis arrêté à la porte. Mon téléphone vibrait déjà, l'Uber que j'avais réservé 2 heures plus tôt arrivait. Et j'ai dit, sans me retourner « Parfait. Bonne chance pour payer l'hypothèque. » Puis je suis sorti. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient proches du défaut de paiement sans mon aide. Ils ne savaient pas que je payais en secret la moitié des factures depuis presque 1 an. J'avais les preuves des virements. Des virements anonymes, discrets, comme ils aimaient. J'avais protégé leur fierté. Et j'avais acheté leur silence. Mais plus maintenant. Devant la maison, l'Uber s'est arrêté. En montant, mon téléphone s'est rallumé. Ce n'était pas un appel d'eux. Ce n'était pas des excuses en larmes. Juste un message simple et magnifique. Votre bail a été approuvé. Bienvenue à Raleigh. Là, j'ai souri pour de vrai. Pas le sourire froid et amer que je leur avais donné. Un sourire différent. Celui-là voulait dire liberté. Le trajet en voiture m'a semblé plus long que prévu. Peut-être parce que je ne pouvais pas m'arrêter de repenser à ce moment où je suis parti. Le visage de mon père quand je n'ai pas réagi. Le silence de ma mère. Ce silence dur et vide qui avait toujours été son arme favorite. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Pendant que l'Uber roulait dans mon ancien quartier, je regardais par la fenêtre. Toutes ces rues où je marchais la nuit pour fuir les cris de l'intérieur. Maintenant elles paraissaient petites, fatiguées, comme un décor qui ne savait pas que la pièce était finie. Le chauffeur ne parlait pas, et je lui en étais reconnaissante. J'ai regardé mon téléphone. Une série de messages avait commencé à arriver. Maman, incroyable, après tout ce qu'on a fait pour toi. Papa, tu agis comme une enfant. Grandis et reviens. Maman à nouveau, ne reviens jamais, tu m'entends? Tu es morte pour nous. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas lu les autres. Je les ai juste bloqués, un par un. Quand je suis arrivé au motel, j'ai eu l'impression de retirer une peau entière de mon corps. L'endroit n'était pas luxueux, juste une étape d'une nuit avant de quitter l'État. Mais la carte clé dans ma main ressemblait à une médaille d'or. La chambre sentait le produit ménager bon marché et le linoléum. Et j'adorais ça. J'ai posé mon sac à dos. Le seul bagage avec tout ce qui comptait. Mon ordinateur, mes papiers, mon chargeur, mes vêtements. Toute ma vie tenait dedans. Parce que je la préparais mentalement depuis des années. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Je me suis figé. Personne ne savait que j'étais ici. Mais quand j'ai regardé dans le Judas, c'était juste le livreur de pizza. Je l'avais commandé dès que j'étais monté dans la voiture. C'était le premier vrai repas que je m'achetais sans culpabilité. Peut-être même le premier tout court. Cette nuit-là, j'ai mangé une pizza grasse au pepperoni sur le lit. En regardant la mauvaise réception de la télé du motel. En écoutant le silence d'un téléphone qui ne sonnerait plus jamais.
Pas de leur part. La confirmation du bail était arrivée plus tôt que prévu. Je l'avais signé en utilisant une boîte postale ouverte des mois auparavant, avec un faux deuxième prénom. Encore une couche de distance avec mon passé. J'avais assez économisé pour payer 3 mois de loyer d'avance, plus les dépôts. Le travail que j'avais décroché m'attendait à 2 états de là. Début dans 4 jours. Support technique à distance, temps plein, avec avantage. J'avais tout construit dans leur dos. Chaque entretien réalisé à voix basse après minuit. Chaque mise à jour de mon CV faite pendant qu'ils croyaient que je traînais sur Internet. Ils disaient que j'étais paresseuse, sans ambition. Ils avaient tort. Et maintenant, ils n'auraient plus jamais l'occasion de changer le récit. Je me suis glissé sous la couverture rigide du motel. La boîte de pizza encore ouverte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dormi avec la lumière éteinte. Et la porte verrouillée de l'intérieur. Et j'ai rêvé de paix. Le soleil se levait à peine quand je suis sorti du motel. Je n'ai même pas pris la peine de faire le check-out à la réception. J'ai simplement laissé la carte clé dans la boîte prévue. Et j'ai continué mon chemin. La gare routière était à 2 pâtés de maison. Et je voulais partir avant qu'il se réveille. Et réalise ce que voulait vraiment dire. Bonne chance pour payer l'hypothèque. Parce que voilà la vérité. Ils ne se sont jamais rendus compte qu'ils étaient en faillite. Vraiment, profondément en faillite. Ils avaient accumulé tellement de dettes silencieuses au fil des années. Cartes de crédit, refinancement, prêts douteux. Avec des gens dont ils croyaient que je ne savais rien. Mais d'une manière ou d'une autre. Ils réussissaient toujours à rester à flot. Tu sais comment ça a commencé? Petit à petit. Quelques centaines de dollars ici et là. Juste pour tenir jusqu'à la fin du mois, disait mon père. Ou, les médicaments de ta mère ne sont pas couverts. La culpabilité venait toujours déguisée en demande d'aide. Ça a fini par devenir des milliers. Je payais leurs factures d'électricité, leur assurance auto, la moitié de l'hypothèque. Et ils ne s'en rendaient jamais compte. Parce que je ne les laissais jamais voir. C'était mon erreur. Je pensais que si je continuais à être là, à combler les fissures, ils finiraient par me voir autrement qu'une simple déception. Mais non. Et quand j'ai compris qu'ils ne me verraient jamais autrement, c'est là que j'ai commencé à m'éloigner. En silence, de manière stratégique. J'ai ouvert un autre compte bancaire. Dans une autre banque. J'ai réorganisé mes petits boulots pour que l'argent ne passe plus par notre compte commun. J'ai même créé une nouvelle adresse mail. Impossible à relier à moi. Pour chercher du travail. Ils n'avaient aucune idée que j'étais en train de me construire une nouvelle vie. À 3 états d'eux. Pendant qu'ils continuaient à me reprocher des choses que j'avais faites quand j'avais 12 ans. Le trajet en bus pour quitter la ville a duré 8 heures. Avec 2 correspondances. Et un mauvais café dans un resto d'autoroute qui ne prenait que du liquide. Mais à chaque kilomètre de distance, l'air devenait plus léger. Ma poitrine se desserrait. Je les imaginais se réveillant, commençant leur routine du matin, pensant que tout irait comme d'habitude. Jusqu'au 1er mai. Les paiements refusés. Les lettres d'avertissement. La compréhension que je n'étais plus là pour boucher les trous. Et puis le coup final. Ils appelleraient la banque. Et demanderaient pourquoi le paiement de l'hypothèque avait échoué. Et la banque leur dirait que le prélèvement automatique avait été annulé, que le compte du cosignataire avait été fermé. Parce que je m'étais retiré. Il n'y avait plus de sauveur invisible. J'avais réglé ça avant même de partir. Ils penseraient que c'était une petite vengeance. Mais en réalité, c'était de la clarté. Un dernier acte d'honnêteté. Après toute une vie à faire semblant de ne pas être celle qui tenait tout debout. Pendant que le bus roulait sur la route. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai enfin osé penser à quelque chose que je ne m'étais jamais permis de dire tout haut. Ils avaient besoin de moi. Mais moi, je n'ai jamais eu besoin d'eux. Je suis descendu du bus juste après le coucher du soleil. La ville était plus petite que celle où j'ai grandi. Mais elle me paraissait plus grande. Dans tous les bons sens. Pas de fantômes ici. Pas de souvenirs enfermés dans les trottoirs. Juste de l'air propre. Des rues inconnues. Et une sensation de possible. Le bureau de gestion des appartements avait laissé les clés. Dans une boîte à code, comme on l'avait convenu. J'ai tapé le code. Pris l'enveloppe. Et j'ai tenu longtemps dans ma main cette petite clé argentée. Avant d'ouvrir la porte. L'appartement était silencieux. Vide. Le plancher craquait comme s'il racontait des secrets.
Mais c'était chez moi. J'ai posé mon sac au sol. Et je suis resté debout au milieu du salon vide, en laissant le silence m'envahir. Pour la première fois, je n'avais pas à entendre des pas, des portes claquer, ou mon père marmonner dans le couloir. Que j'étais un fardeau. Personne ici ne pensait que j'étais un poids. J'étais juste moi. Je me suis fabriqué un lit, avec un sweat et 2 pulls pliés. Cette nuit-là, j'ai commandé de la nourriture chinoise avec l'argent liquide, que j'avais gardé dans mon portefeuille. J'ai mangé assise par terre, adossé au mur, en regardant les ombres des lampadaires glisser sur le plafond. Puis mon téléphone s'est allumé. Je n'ai presque pas voulu regarder. Mais la curiosité a été plus forte. C'était un message de ma mère. Ne reviens jamais. Pas de suite. Pas d'explication. Juste ça. Je l'ai regardé un moment. Puis j'ai répondu. Parfait. Bonne chance pour payer l'hypothèque. Et j'ai bloqué son numéro. Pas de drame. Pas de long message. Pas d'adieu théâtral. Juste les faits. Parce qu'elle ne méritait plus ma colère. Ils avaient tout eu gratuitement pendant des années. Mon temps. Mon énergie. Mon aide. Et maintenant que c'était fini, ils agissaient comme si je leur avais volé quelque chose. Ils n'avaient aucune idée. À quel point ils frôlaient le désastre. J'étais leur parachute. Et maintenant, ils tombaient en chute libre. La notification suivante. C'était une deuxième copie signée du contrat de location. Et le pack de bienvenue. Comme si l'univers voulait s'assurer que je comprenais que ce n'était pas un rêve. C'était bien réel. J'ai laissé le téléphone. Je me suis couché sur mon lit de fortune. Et j'ai regardé le plafond. Et là, j'ai compris. Pas comme une claque, mais comme la fin d'une longue respiration, que je retenais depuis toujours. J'étais libre. Peur. Oui. Mais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je n'avais pas mis de réveil. Mais des années de tension avaient entraîné mon corps à se lever tôt. Toujours prêt à quelque chose. Un cri de mon père à cause d'une facture. Ma mère qui faisait claquer les tiroirs de la cuisine. Pour me reprocher en silence de ne pas avoir plié le linge assez vite. Mais maintenant, rien. Juste du silence. Je me suis assise lentement, en sentant l'écho de la pièce vide. C'était étrange, surréaliste. Le silence ne pesait pas. Il était léger, rempli d'espace et de possibilités. Même le parquet qui craquait sous mes pas ne semblait plus s'en plaindre. Je n'avais pas de meubles, pas d'assiette, juste quelques habits, mon ordinateur portable et une cafetière d'occasion achetée dans une station-service, en route vers la ville. Mais j'avais la paix. Et pour une fois, c'était suffisant. Ce matin-là, j'ai commencé mon nouveau travail. Une intégration à distance, dans une petite entreprise de technologie. Rien de glamour. Mais c'était stable. À temps plein. Avec des avantages. Et des collègues qui se fichaient de mon nom. De mon passé. Ou de savoir si j'étais l'erreur qui avait tout gâché. Pendant une pause, j'ai regardé mes mails. Je savais que je ne devrais pas. Mais une part de moi avait encore ce réflexe. Celui de regarder par les rideaux. Même quand tu sais que dehors, il n'y a rien de bon. 17 messages non lus. Tous de ma mère. Les sujets disaient tout. Tu es ridicule. Ne fais pas ça à ton père. On t'a tout donné. C'est comme ça que tu nous remercies. Les factures s'accumulent. C'est ta faute. Je n'ai ouvert aucun de ces messages. Je les ai juste lus en surface. Comme une preuve digitale. De tout ce que j'avais fui. J'étais sur le point de tout supprimer. Quand un dernier message a attiré mon regard. Objet. Tu étais censé nous sauver. Là, c'était différent. Pas de manipulation. Pas de sucre. Juste la vérité brute. Comment il m'avait toujours vu. Pas comme une fille. Pas comme une personne. Mais comme un plan B. Un gilet de sauvetage. J'ai ouvert le mail. Le message était court. Tu étais censé nous sauver. Tu nous dois ça. N'oublie pas d'où tu viens. On était là quand personne d'autre ne l'était. Je suis resté un moment à lire. Puis j'ai répondu. Vous étiez là. Mais vous n'avez jamais été présent. Et je ne vous dois rien. Pour avoir survécu à ce que vous m'avez fait vivre. Puis j'ai bloqué leur adresse mail. Celle de mon père aussi. Et celle de ma sœur. J'ai supprimé le groupe familial sur mon téléphone.
Et j'ai sauvegardé tous mes fichiers importants. Dans un cloud que j'ai payé moi-même. Je ne retournerai pas. Ni en vrai. Ni par message. Ni même dans ma tête. Les fantômes de cette maison voulaient me suivre. Mais je n'allais pas leur laisser de miettes. Les premiers jours dans ma nouvelle ville ressemblent à une baisse de volume. Comme si quelqu'un avait enfin tourné le bouton. Et réduit tout ce bruit de ma vie. Pas de cris. Pas de reproches. Pas de pas bruyant devant ma porte la nuit. Je respirais. L'appartement était encore presque vide. Mais bizarrement, ça le faisait paraître plus grand. J'étais passé d'une maison où chaque mètre carré était surveillé, critiqué, revendiqué, à un espace entièrement à moi. Même le bourdonnement du frigo me semblait être un luxe. Ce jeudi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'étais pas surprise. J'avais bloqué leur numéro, leur email, et même leurs réseaux sociaux. Mais je savais qu'ils allaient essayer autre chose. C'était toujours leur manière de faire. Quand la pression directe ne marchait plus, ils passaient par des détours. Des voix désespérées depuis d'autres téléphones. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, une notification. J'ai hésité. Puis j'ai appuyé sur lecture. C'était ma mère. La voix qui, autrefois, me racontait des histoires. Avant de dormir. Quand j'étais trop jeune pour comprendre qui elle était vraiment. Elle a dit. Sina. On a reçu aujourd'hui l'avis de saisie de la maison. Silence. Je ne sais pas ce que tu crois faire. Mais on ne peut pas payer ça sans ton aide. Tu le sais. Tu l'as toujours su. J'ai mis le message sur pause. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce que la maison s'effondrait. Le toit fuyait. Les murs se refermaient. Et l'enfant qu'ils avaient un jour traité d'erreur était le seul qui avait maintenu cette maison debout. Ce message vocal était la preuve. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Ni même de leurs aveux. C'était mieux. C'était réel. Je me suis laissé aller au fond de ma chaise. Laissé le message finir. Puis je l'ai supprimé. Je n'étais plus leur solution. Ni leur plan B. Ni leur petit miracle caché dans l'ombre. Et la plus belle chose, c'est qu'ils ne pouvaient plus me retrouver. J'avais changé d'adresse postale. Coupé tous les liens bancaires. Je m'étais installé dans une ville où personne ne connaissait mon nom de famille. Même mon employeur m'avait enregistré comme télétravailleuse hors de l'État. Aucune trace. Que de l'air. Que de l'espace. Que de la liberté. Ce soir-là, un vendredi, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais assise par terre. Je mangeais des nouilles instantanées. Directement dans la casserole. Les jambes tendues sur un tapis d'occasion. Que j'avais récupéré ce matin-là. Rien de spécial. Rien de digne d'Instagram. Mais ça faisait du bien. La ville bourdonnait doucement dehors. Les voitures passaient comme des vagues lointaines. Je n'avais pas la télévision câblée. Et le Wi-Fi traînait encore. Alors je suis simplement resté là. Dans le silence. Sans bruit. Sans attente. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas cette peur qu'un truc mauvais arrive d'un moment à l'autre. Personne n'allait faire irruption en criant pour une facture impayée. Personne n'allait m'accuser d'être une fille ingrate. Parce que je ne remerciais pas assez d'avoir été élevé. Personne n'allait me traiter d'échec. J'étais juste moi. Dans un petit appartement. Avec une fourchette en plastique. Et un téléphone fissuré. Enfin seul avec mes propres choix. Je me suis allongé. Les mains derrière la tête. Et j'ai regardé le plafond. Ce n'était pas juste du silence. C'était de la paix. Le samedi matin, je suis allé faire des courses pour moi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas parce qu'on manquait de lait. Et que mon père crierait si son café n'était pas parfait. Pas parce que ma mère m'aurait culpabilisé. Parce que j'étais déjà dehors. Non. Juste parce que j'avais besoin de courses. Ça a l'air petit, hein? Mais passer cette carte de paiement. Dans les rayons de céréales et de pâtes. Avec ma propre liste. Mon propre argent. C'était comme récupérer quelque chose. Que je ne savais même pas que j'avais perdu. Personne ne m'a dit quelle marque acheter. Personne ne se penchait derrière moi. Pour me dire ce qui était un gaspillage. Je n'ai pas grandi en apprenant à prendre soin de moi. J'ai grandi en apprenant à prendre soin d'eux. À anticiper les colères. À réparer ce que je n'avais pas cassé. À m'excuser pour avoir trop respiré. Alors oui. Choisir du pain. Ça m'a semblé être une victoire. À la caisse,
La caissière m'a souri et a dit « J'espère que tu passeras une bonne journée. » Et j'ai répondu sincèrement « Oui, je passe une bonne journée. » Parce que c'était vrai. Vraiment. Le dimanche est arrivé. Doux et gris. Les nuages couvraient la ville d'un calme étrange. Avant, quand j'étais chez eux, le silence voulait toujours dire quelque chose de mauvais. Soit quelqu'un était en colère. Soit quelqu'un était déçu. Soit quelqu'un préparait une punition. Tu apprends à lire l'air comme on lit la météo. Le silence fâché. Le silence triste. Le silence menaçant. Ne parle surtout pas. Mais ici, dans mon appartement, le silence n'était pas un avertissement. C'était un espace à moi. J'ai préparé du café doucement. Sans me presser. Je me suis assise à nouveau par terre. Les jambes croisées. La tasse chaude entre les mains. Le sol a craqué quand j'ai bougé. Mais pas comme une plainte. Juste, comme un sol vivant. J'ai sorti mon ordinateur portable. Et j'ai ouvert la feuille de budget que j'avais faite pour moi. Des mois auparavant. Tous mes comptes. Tous mes projets. Toutes mes solutions de secours. Toutes mes stratégies. Préparées pendant qu'on me criait que je n'avais aucun avenir. Ironique, non? La fille qu'il disait paumée. Celle qui n'y arriverait jamais. Avait tout prévu depuis le lycée. Pendant qu'il me traitait de fardeau. J'étais en réalité la raison pour laquelle la maison ne s'était pas écroulée. Il ne savait même pas que j'avais appelé la société de crédit immobilier pour renégocier leur prêt dans le dos. Juste pour baisser les mensualités. Ils n'avaient jamais vu mes nuits de travail. Ni mes cours du soir. Ni mes petits boulots cachés. Tout ce que je faisais pour eux. Ils ne l'ont jamais demandé. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Juste, qu'est-ce que tu peux donner? Mais maintenant, tout ce que j'ai fait m'a offert un futur. C'est fou comme le monde paraît différent. Quand personne ne te fait sentir que tu es une obligation. Je n'ai pas grand-chose. Une chaise pliante trouvée sur Facebook Marketplace. 2 fourchettes. Un matelas qui n'est pas encore arrivé. Mais tout ici est à moi. Chaque bol est bréché. Chaque tasse fêlée. Chaque écho dans cet appartement vide. Tout m'appartient. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je n'essaie plus de mériter. Un amour qui a toujours été conditionnel. Ça veut dire que je peux construire une vie. Qui ne commence pas avec la honte. La version de moi qu'ils ont essayé de garder petite. Ne reviendra jamais. Pas maintenant. Pas jamais. Ce soir-là. Je me suis assise près de la fenêtre. Les lumières éteintes. Dehors, la ville respirait doucement. J'avais ma tasse chaude entre les mains. Pas de notification. Pas de vibration. Pas de voix qui s'imposait à mon calme. J'étais seul. Et ça allait. Pas de grand adieu dramatique. Pas de confrontation finale. Pas de « tu avais raison » ou de « je suis désolé ». Juste moi. Dans un endroit qui ressemblait enfin à un nouveau départ. Pour la première fois de ma vie. Je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et honnêtement, c'était suffisant. La semaine suivante a passé. Dans une drôle de routine paisible. Que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque matin, je me levais dans mon lit improvisé. Je faisais du café avec ma vieille cafetière. Et je me connectais au travail. Depuis mon ordinateur posé par terre. La routine était simple. Mais elle était à moi. Le mercredi, un petit colis est arrivé. Je n'avais rien commandé. Et mon cœur a battu plus vite. Il m'avait retrouvé? Mais non. C'était un cadeau de bienvenue. De mon nouveau travail. Une tasse avec le logo de l'entreprise. Quelques stylos. Et une note écrite à la main par mon chef d'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Hâte de te voir à la prochaine visioconférence. C'était si simple. Mais j'ai gardé cette tasse dans mes mains. Pendant presque 10 minutes. Quelqu'un avait pensé à moi. Pas pour ce que je pouvais leur donner. Mais pour qui j'étais. Juste une personne qui existe. Et qui compte. J'ai posé cette tasse. À un endroit spécial. Sur le rebord de ma fenêtre. Le jeudi soir. Un autre numéro inconnu m'a appelé. Cette fois, c'était ma sœur. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis presque un an. Elle était partie à 16 ans. Fuyant à sa manière la même toxicité. Nous n'avions jamais été très proches. Elle est plus âgée de 7 ans. Et elle portait ses propres blessures. Mais sa voix, ce soir-là, sonnait différemment. Hésitante. Ils disent que c'est ta faute.
Elle a commencé sans même dire bonjour. Que tu les as volés. Et que tu les as abandonnés sans prévenir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Qu'est-ce que j'étais censé dire? La vérité. Que j'étais leur soutien financier. Que je leur avais donné des milliers. Alors qu'ils me traitaient d'inutile. Tu es toujours là? A-t-elle demandé, face à mon silence. Oui, je suis là. C'est vrai, a-t-elle insisté. Tu les as vraiment laissés comme ça. Je me suis adossé au mur. Le téléphone collé à l'oreille. J'ai arrêté de payer leurs factures. Si c'est ça que tu veux dire. Le silence de son côté sonnait comme un choc. Tu payais leurs factures? Combien? La moitié de l'hypothèque. La plupart des factures. L'assurance voiture. Les soins médicaux. Un long souffle s'est échappé de ses lèvres. Oh mon Dieu! Depuis quand? Depuis le lycée, ai-je dit simplement. C'était de petites choses au début. Puis ça a grandi. Elle a soufflé encore plus fort. Ils ont dit à tout le monde. Que tu étais parti sans prévenir. Que tu étais ingrate. Après tout ce qu'ils avaient fait pour toi. Bien sûr qu'ils ont dit ça, ai-je répondu. C'est leur histoire depuis toujours. Moi, la fille ingrate. Le fardeau. L'erreur. Pourquoi tu réponds maintenant? Ai-je demandé. Je sais pas. A-t-elle admis. Je crois que je voulais entendre ta version. Ils m'appellent tous les jours maintenant. Ils demandent de l'argent. Papa parle de venir vivre avec moi. S'ils se font expulser. Là, j'ai compris. Elle ne m'appelait pas pour moi. Elle appelait parce que leur problème était en train de devenir le sien. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit calmement. J'ai fini d'être leur solution. Je ne te demande pas de les aider. A-t-elle répondu vite. Je veux juste savoir si je devrais. S'ils le méritent. Ça m'a arrêté net. Ma sœur, qui avait gardé ses distances pendant 7 ans, se posait aujourd'hui la même question. Et elle voulait vraiment savoir. Tu penses quoi, toi? Ai-je demandé au lieu de répondre. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit. Je pense qu'ils ont toujours été comme ça. Et que toi, tu en as juste eu assez. Ces mots m'ont soulagé. Pas un pardon. Pas une acceptation. Mais un reconnaissance. Oui, ai-je dit. C'est à peu près ça. T'es où maintenant? A-t-elle demandé. Quelque part de nouveau. Ai-je répondu vaguement. Je n'étais pas prête à lui dire où. Même pas à elle. Tu vas bien? Il y avait une vraie inquiétude dans sa voix. J'y arrive, ai-je dit. Et c'était vrai. On n'a pas beaucoup parlé après ça. On n'a jamais eu ce genre de relation où on se raconte nos secrets. Il y avait trop d'années à être montées l'une contre l'autre. Trop de blessures. Trop de batailles différentes dans la même guerre. Mais avant de raccrocher, elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Moi aussi, je suis parti, tu sais. Mais d'une autre façon. Je n'ai juste jamais eu le courage de couper tous les liens. Ce n'était pas du courage. Je lui ai dit. C'était de la survie. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à regarder mon téléphone. Puis j'ai enregistré son numéro dans mes contacts. Je ne l'ai pas bloqué. Ça ressemblait à une petite porte, laissée entr'ouverte vers un avenir possible. Le lendemain, vendredi encore. Ça faisait une semaine entière de liberté. Pour fêter ça, je me suis offert un vrai lit. Rien de luxueux. Juste un matelas, une place livrée dans une boîte. Mais quand il s'est déplié, au milieu de mon salon vide, il m'a semblé énorme. Monumental. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un vrai matelas. Pour la première fois de ma nouvelle vie. Plus de vêtements entassés comme oreillers. Plus de dos douloureux à cause du sol dur. J'ai pu écarter les bras et les jambes. Comme je voulais. Et je suis tombé dans le sommeil le plus profond. Que j'avais connu depuis des années. Le week-end a apporté d'autres petites victoires. J'ai trouvé un bureau et une chaise d'occasion dans une friperie. J'ai accroché un rideau de douche que j'avais choisi moi-même. J'ai acheté une plante. Une petite succulente, facile à entretenir. Mais qui donnait de la vie à l'endroit. Le dimanche soir, j'ai encore vérifié mes mails. Cette fois, il y avait un message. D'une adresse inconnue. Mais l'objet disait tout. Écrit en majuscule comme un cri. Tes parents ont besoin de toi. C'était mon oncle YE. Le frère de mon père. On ne s'était parlé que quelques fois. Et il avait toujours pris le parti de mon père. Le mail était court. Accusateur.
Tes parents vont bientôt se retrouver sans abri à cause de ton égoïsme. Ils t'ont élevé, vêtu, nourri. Comment peux-tu les abandonner maintenant? Le sang est plus fort que l'eau. La famille s'occupe toujours les uns des autres. Je l'ai lu 2 fois. Et tout ce que j'ai ressenti, c'était de la pitié distante. Ces gens n'avaient aucune idée. Ils n'avaient jamais vu ce qui se passait derrière la porte fermée. Jamais entendu les cris de mon père la nuit. Ni le silence glacial de ma mère qui pouvait durer des jours. Juste parce que j'avais fait une erreur. Je ne me suis même pas embêté à répondre. J'ai bloqué son adresse email. Encore un fil coupé. Un fil de plus. Parmi ceux qui m'avaient gardé enchaîné et noyé. Pendant si longtemps. Le lundi matin, je me suis réveillé avec un email de mon patron. Excellente première semaine. L'équipe est impressionnée par la rapidité avec laquelle tu t'intègres. Un message tout simple. Mais je l'ai lu 4 fois. Des compliments. De la reconnaissance. Une preuve que je n'étais pas ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais. J'ai fait une capture d'écran. Et je l'ai rangé dans un dossier que j'ai nommé Nouvelle Vie. Sur mon bureau. C'était un petit geste. Mais ça me semblait important. Comme une façon de garder une trace de tous ces moments. Qui me rappellent, dans les jours plus durs, que je suis en train de construire quelque chose de vrai. Pendant que je buvais mon café du matin. Dans ma tasse offerte par l'entreprise. J'ai regardé mon appartement. Il était encore presque vide. Chaque pas résonnait. Mais les choses commençaient à changer. Un bureau dans un coin. Un vrai lit contre le mur. Une plante qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre. Puis mon téléphone a vibré. Un message texte. D'un nouveau numéro inconnu. Je ne l'ai même pas ouvert. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai commencé ma journée de travail. Le mur de silence que j'avais construit n'était pas parfait. Ils cherchaient encore des fissures. Des moyens de m'attirer de nouveau dans leur monde. Mais chaque jour qui passait, leur voix devenait plus faible, plus lointaine, comme des étoiles qui s'éteignent à l'aube. Et à leur place, de nouvelles voix apparaissaient. Mon chef d'équipe qui me félicitait, la caissière de l'épicerie qui m'avait souri, le voisin qui avait hoché la tête dans le couloir. Des liens simples, légers, sans le poids du passé, sans attente, sans dette. Dans ces échanges, j'étais juste moi. Pas une déception. Pas un fardeau. Pas un distributeur automatique. Juste une personne. Qui apprenait à exister. Sans excuse. Cet après-midi-là, après le travail, je suis allé marcher dans un petit parc tout proche. Je me suis assise sur un banc. Et j'ai regardé le soleil peindre le ciel. Avec des couleurs que je n'avais jamais eu le temps de remarquer avant. Un chien est passé en courant, poursuivant un frisbee. Des enfants riaient sur les balançoires. Des scènes de vie normale. Des vies libres. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai ouvert mes photos. Je suis remonté jusqu'à la dernière photo. Prise dans la maison de mes parents. Une photo prise par accident. Du sol de ma chambre. Pendant que je faisais secrètement mes valises. Juste un tapis flou. Et le coin d'un sac. La dernière trace visible de ma vieille vie. Puis je suis passé aux nouvelles photos. Mon appartement vide le premier jour. La vue depuis ma fenêtre. Mon nouveau bureau. Ma plante. Ce n'était pas encore un album complet. Mais c'était un commencement. Du néant, j'avais créé quelque chose. Du silence, j'étais passé à la paix. De la survie, j'étais passé à la vie. J'ai rangé mon téléphone. Et j'ai regardé la dernière lumière disparaître du ciel. Les étoiles ont commencé à apparaître. Une par une, dans le noir. Des constellations nouvelles à apprendre. Des chemins inconnus à explorer. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment excité par ce que demain pouvait m'apporter. Pas anxieuse. Pas résignée. Mais curieuse. Qu'est-ce que j'allais construire ensuite? Qu'est-ce que j'allais découvrir? En qui allais-je me transformer? Sans leur voix dans ma tête, je n'avais pas encore les réponses. Mais maintenant, j'avais le temps. J'avais l'espace. J'avais la liberté pour les trouver. Et honnêtement, c'était largement suffisant.